Donc, ce n'est pas du tout par hasard si ça arrive aujourd'hui. Alors, en même temps, si ça ne s'est pas fait, et si ce fameux article 8 là n'a finalement pas été voté, c'est qu'il y a des forces qui s'y sont opposées. Alors, on va en parler dans une seconde. Forces auxquelles faisait allusion de manière assez elliptique Isabelle Attard au même moment à l'Assemblée. Je vais rapidement, très rapidement, déjà expliquer et vous rassurer sur un point, parce que là encore, le mythe circule, la légende urbaine circule, et nous savons bien quels sont les lobbies qui ont tout intérêt à faire circuler ce genre de rumeurs. Cet amendement et cette discussion ne touchent absolument pas à la notion de droit d'auteur. Il s'agit par contre de protéger l'après, de protéger après les 70 ans après la mort de l'auteur, ce qu'il advient de leur œuvre. Alors, Isabelle Attard, elle sait peut-être très bien qui sont les lobbies, mais moi, je ne le sais pas. Alors, non, mais je ne le sais pas. Alors, il se trouve que peut-être tous les trois, vous avez participé à la concertation avec la ministre Axelle Lemaire, donc vous avez suivi toutes ces discussions et tout. Donc, qui s'est opposé à l'article 8 ? Qui a tué l'article 8 ? Ça va vite, hein. Pour l'essentiel, la SACEM, les sociétés d'ayant droit. Les sociétés d'ayant droit, mais en gros la SACEM, et les distributeurs. Parce les distributeurs que de quoi ? les distributeurs de disques, les distributeurs de la FNAC, enfin, s'il faut donner des noms, voilà, bon, les grands distributeurs de produits culturels. Qui participaient à la concertation avec vous, qui étaient assis à côté de vous ? Non, ils n'étaient pas assis à côté de nous, mais ils ont certainement participé à la concertation à d'autres moments. À un moment, il y a eu une réunion à Matignon, en fait, qui a opposé, même physiquement dans la salle, les interlocuteurs du numérique et de la culture avec les représentants des sociétés d'ayant droit. Et le débat a été stigmatisé autour de la lutte ou non contre la propriété intellectuelle ou pour, alors que ce n'était pas du tout le vrai débat. Vous y étiez ? Oui, oui. Et alors ça s'est vraiment passé comme ça, c'est-à-dire il y avait la SACEM, il y avait C'était même pire que ça, puisque c'était une véritable mascarade de A à Z. On nous avait invités là pour soi-disant discuter de l'article 8, et dès le début de la réunion, on nous annonçait que de toute façon, tout avait été réglé, l'article 8 serait retiré, et qu'on nous convoquerait à une prochaine réunion, un groupe de travail, etc. Bien sûr, ce qui n'a jamais été fait. Et toute la réunion a été polarisée autour de vous attaquez le droit d'auteur, etc., alors que nous nous occupons d'un droit d'usage. Les communs, c'est à part du droit de la propriété. D'accord. C'est-à-dire que quand Isabelle Attard dit de toute façon, ça ne concernera pas le droit d'auteur puisque ça ne s'appliquera que à l'issue des 70 ans et quand les œuvres en question rentrent dans le domaine public, elle dit vrai. C'est-à-dire que elle dit tout à fait vrai. Vous n'aviez pas l'intention en douce de vous attaquer. Non. Elle dit tout à fait vrai avec cette précision, cette précision près que dans la défense d'un domaine public de commun volontaire, on voulait introduire, et l'article 8 le prévoyait, l'idée que des gens, tout en utilisant leur droit d'auteur, utilisaient leur droit d'auteur pour dire « au nom de mon droit d'auteur, j'ouvre et je mets à disposition de tout le monde ». Mais des volontaires. Mais voilà, c'est pour ça qu'on les appelle les communs volontaires. D'accord, c'est-à-dire que concrètement, Johnny Hallyday, s'il ne veut pas, on ne l'oblige pas. Non, s'il ne veut pas, on ne l'oblige pas. Mais si vous voulez, on retrouve ici le débat sur les logiciels libres. Les logiciels libres, bien voilà, les logiciels libres, ce n'est pas l'absence de droit. Les logiciels libres sont sous copyright, ils sont sous droit d'auteur. Simplement, c'est un type de disposition de droit d'auteur qui dit « moi, détenteur du droit d'auteur, je mets en circulation le logiciel et j'autorise, et personne ne peut s'opposer à moi, j'en suis l'auteur, j'autorise la duplication, reproduction, etc. » Et dans cette fameuse réunion à Matignon, vous l'avez expliqué comme ça aux gens des ayants droit qui étaient en face de vous ? Ah, tout à fait. Moi, j'ai pris la parole personnellement. Les pires techniques ont été utilisées en termes d'intimidation au moment de cette réunion. On nous a accusés d'être une société lucrative, d'être des Américains. Des propos sexistes ont été formulés, notamment via Twitter. Donc, les industries de la culture... C'est quoi les propos sexistes ? Vous pourrez aller voir sur Twitter, mais le fait qu'on soit deux femmes à venir défendre ça, oui, ça a pu occasionner différentes remarques. Mais de la part de représentants de sociétés d'ayant droit, sous leur nom ? Oui. Il n'y a pas de problème. Ils ont dit quoi ? Des remarques sur physique ou autre. Donc c'était tout à fait déplacé. Et ils ont vraiment déployé tout ce qu'ils ont pu, en fait, pour effectuer ce lobbying. Et on peut considérer avec grande satisfaction
que ce déploiement n'aura pas suffi, notamment par rapport à la liberté de panorama dont on parlera sûrement tout à l'heure. Dont on va parler tout de suite, alors que c'est peut-être l'exemple le plus concret, et le plus parlant et le plus illustrable en plus, Anne-Sophie, cette histoire de l'exception panorama. Oui, vous dites aussi liberté de panorama, qui est une exception au droit d'auteur qui permet de reproduire et de diffuser l'image d'une œuvre qui est protégée et qui se trouve dans l'espace public, et notamment les œuvres d'architecture ou de sculpture. Elle est d'ailleurs inscrite de façon optionnelle dans la directive européenne qui est relative au droit d'auteur. De façon optionnelle, c'est-à-dire qu'un pays a le droit de dire... Voilà, un peu comme la démarche volontaire, je peux y avoir droit ou pas. Alors là, il y a une petite carte qui vous montre que voilà, tous les pays en vert très foncé, ce sont les pays qui ont justement accepté l'idée de liberté de panorama. On voit que la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal appliquent cette exception. Alors, c'est-à-dire concrètement, en Grande-Bretagne ou en Allemagne, à Londres ou à Berlin, je peux photographier n'importe quel monument, y compris un monument qui vient d'être construit, et faire un usage commercial de ces photos. Oui. D'accord. Liberté de panorama complète. Voilà. Si vous voulez faire des cartes postales qui rapportent, Daniel, vous allez en Espagne ou ce serait une idée pour en Grande-Bretagne et hop, on y va. Et alors la France dans tout ça, là, on voit qu'elle est en rouge, hein, c'est un gros point rouge. Alors il faut savoir que ça va changer parce que maintenant la loi numérique a adopté une mini-liberté. Attendez, rouge c'est rien. Hein. Et rouge, oui, il n'y en a pas. Rouge, c'est qu'il n'y a pas de liberté. Et jaune et vert clair, c'est quoi? Attendez, j'y viens. Laissez-moi vous expliquer les petites couleurs, Daniel. Donc, pour l'instant, c'est rouge, mais ça va changer, puisque la loi numérique donc, a adopté une mini-liberté de panorama, qui est d'ailleurs contre l'avis du gouvernement, parce qu'il n'est pas du tout d'accord. C'est-à-dire que vous pouvez photographier et diffuser les images, mais tant que ce n'est pas pour un usage commercial. Voilà. Vous ne pouvez pas faire des cartes postales avec les jolies sculptures que vous aurez trouvées dans la rue en France. Mais par contre, vous pourrez les diffuser. Et là, on vous attraque. Enfin, voilà, si vous voulez faire un selfie avec la Tour Eiffel illuminée derrière, parce que je rappelle que les lumières de la Tour Eiffel sont sous le coup d'un droit d'auteur, vous pourrez et vous ne serez pas attaqué tant que vous ne voulez pas vous faire de l'argent. Voilà. Bon, alors attendez, on va en parler. Oui. En gros. Donc, du coup, la France qui est rouge, là, va passer en jaune, comme les pays... Jaune, ça va pour les utilisations non commerciales, mais pas pour les utilisations commerciales. C'est ça, jaune. Voilà, c'est ça. Alors là, on va revenir avec vous sur cette... Vert clair. Et vert clair, je ne sais plus. pour les bâtiments uniquement. Et oui, pour les bâtiments uniquement. Juste pour le bâtiment. Merci, Nathalie Martin, pour ce petit trou. Alors moi, je vous ai parlé de la Tour Eiffel et de ses lumières, mais les médias, en principe, quand ils veulent illustrer la liberté de panorama, ils jettent leur dévolu sur le viaduc de Millau, qui est très emblématique. Et c'était le cas notamment du 12-13 de France 3. C'était le 25 janvier dernier. On regarde. Ciel bleu et auban à portée de vue, l'endroit rêvé pour le plus beau cliché. Face au viaduc de Millau, l'inspiration est là, mais côté droit d'auteur, le flou artistique l'emporte. Il y a des droits? Non, il n'y a pas de droit, je pense pas, parce que tout le monde le filme. Tout le monde prend des photos, alors je pense qu'il n'y a pas de droit. Faux, l'image du viaduc appartient bien à son concepteur, l'architecte britannique Norman Foster, qui a confié la gestion de ses droits à la compagnie Eiffage du viaduc. Aujourd'hui, question reproduction et diffusion, la liberté de panorama votée à l'Assemblée vient simplement clarifier les choses. Je pense qu'il y a des millions de selfies qui ont été faits depuis l'ouverture du viaduc et qui posent aucun problème. La seule chose qui est interdite, c'est de faire un usage commercial du viaduc, par exemple l'utiliser pour une publicité, sur un emballage, d'utiliser le viaduc pour faire sa promotion commerciale. Voilà, ça c'est interdit. Côté objets dérivés ou reproduction à des fins commerciales, tout est donc contrôlé, n'en déplaise aux mis-à-voix. L'image, elle nous appartient à nous. À vous? À nous, je parle mis-à-voix. Millau, habitant de Millau. Alors, je vous ai vu faire la grimace tout à l'heure quand Anne-Sophie disait que maintenant, après le vote de la loi numérique, l'utilisation non commerciale était parfaitement autorisée, parfaitement libre. C'est pas aussi simple que ça? Non, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, la rédaction est très problématique puisque dans l'esprit en fait de l'amendement, certes, il est dit que c'est pour favoriser justement l'action des particuliers ou le fait de poster sur Wikipédia, mais le fait d'avoir mentionné activité non lucrative ne permet pas ça, puisque par exemple, si vous postez sur Facebook une photo, par exemple, du viaduc de Millau, vous êtes encore hors la loi, puisque Facebook peut faire
une réutilisation commerciale de cette photo. Sur Wikipédia, nous, la licence, en fait, autorise l'utilisation commerciale. Donc, certes... C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez une photo sur Wikipédia, quelqu'un derrière peut récupérer cette photo et en faire une utilisation commerciale. C'est ça le... Exactement. Donc, vous-même ne faites pas une utilisation commerciale de la photo, puisqu'on est une structure de l'économie mais sociale moi, si je veux solidaire. l'utiliser, je peux, oui, puisqu'elle sera sur Wikipédia. Et c'est le particulier qui va être inquiété, ça ne va pas être Wikipédia. C'est-à-dire que le particulier va poser cette photo en se disant, voilà, moi, c'est pour la rendre accessible, sauf que si une société la récupère derrière et en fait un usage commercial, l'auteur pourra toujours se retourner contre le particulier. Donc, cette rédaction de l'amendement ne change strictement rien d'un point de vue pragmatique. C'est pour vous pour nous mais et pour les moi particuliers. Oui. Ah non bah si, non, mais pour moi particulier, si je veux juste envoyer à mes proches par texto ou... oui, mais vous ne pouvez toujours pas poster sur les réseaux sociaux. Vous pouviez avant. Vous pouviez avant, ça ne change rien. d'accord. Ne change pas ça. Oui, oui, parce que c'est la diffusion sur les d'accord. Donc elle change quoi concrètement cette loi? Alors Céline, rien de façon pragmatique. Alors, non, mais rien ou pas grand-chose? Ça change quelque chose d'un point de vue politique parce qu'on se rend compte que cette liberté de panorama a émergé d'un point de vue médiatique et au niveau des politiques, etc. Donc la position au niveau de l'Europe, de la France va être affaiblie nécessairement. Elle ne pourra plus rester sur la position antérieure qui était non à la liberté de panorama, etc. Mais d'un point de vue pratique, ça ne change rien. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Sur ce point, je suis d'accord. Si vous voulez, c'est un peu ce que disait la ministre, Axel Lemaire, à savoir, on n'a pas fait des très grands progrès, mais on pourra difficilement revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on a consolidé... Non, ça, on n'en sait rien. Excusez-moi, c'est une phrase à la Pierre Dac, là. Oui, ça, c'est vrai. On n'a pas fait des très grands progrès, mais on pourra difficilement revenir en arrière. Oui, parce que... parce qu'on a indiqué un certain nombre de choses qui ont été acquises, si je peux dire, dans la loi. Hein, l'accès aux données publiques, la connexion, etc. Dans ces domaines-là, oui. Mais alors, sur le panorama, par exemple... Ah non, sur le panorama, je pense que c'est le flou artistique. Sur le panorama, c'est le cas de le dire. Ça reste le flou artistique sur le panorama. Il y a des cas récents, alors à part le viaduc de Millau, il y a eu des cas récents de contentieux, de procès, Alors, de contentieux... Concrètement, en France, là, dans les dernières années... Oui, parce que parmi ceux qui disent « mais si, on est bien content d'avoir une liberté de panorama », et on les entend dire qu'il ne s'est jamais trouvé de particulier pour être poursuivi par un ayant droit, pour avoir posté sur Facebook ou tout autre réseau social une photo qui était justement, comme le viaduc de Millau, pour reprendre cet exemple. Alors, il y a eu certains contentieux autour des œuvres de Buren, par exemple, mais je dirais que ça, c'est un très mauvais argument, puisque actuellement, c'est l'argument des sociétés d'ayant droit en disant « voilà, vous êtes tranquille puisqu'on ne vous attaque pas, donc la loi peut rester la même ». Sauf que si pour X raison, demain, un particulier poste sur Facebook et que sa photo fait un buzz pas possible et qu'il y a des retombées économiques potentielles, j'ai envie de dire, les sociétés ne vont pas attaquer tant qu'il n'y a pas de gain potentiel vraiment important. Mais si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'elles se priveraient d'attaquer? Sur Buren, qu'est-ce qui s'était passé? Je ne connais plus exactement les tenants et les aboutissants, mais on m'a toujours dit que Buren n'acceptait pas, par exemple, du tout. C'était une carte postale avec... Oui, c'est quelque chose de cette sorte. Comment s'appelle cette place déjà à Paris où il y a le... C'est les fameuses colonnes ou c'est autre chose? Non, alors il y a les colonnes, et il a attaqué en disant qu'il avait des droits sur ces colonnes, et en fait il a été débouté, si je me souviens bien, j'essaierai d'être plus précise. Il y a eu plusieurs affaires au niveau de Buren. Il a été débouté en disant que c'était... Si on élève le débat, ce qui est un peu scandaleux dans ces affaires, c'est que ce sont des espaces de socialité urbaine. Par exemple, le cas de l'endroit où sont installées les colonnes de Buren, que la communauté a déjà payé pour ça, d'une certaine manière, et que l'espace public subit des servitudes qui relèvent de l'appropriation privative. Elle-même née à partir d'un financement public. Donc on nous accuse à nous d'attaquer le droit d'auteur, mais eux en font un usage qui est tout à fait scandaleux. On en parlera certainement tout à l'heure. Les Italiens, ce qu'on appelle la commission Rodotà, a planché, c'est une commission extrêmement sérieuse, sénatoriale, etc., a travaillé pendant des années pour définir le statut de bien commun, à côté des biens publics et des biens privés. Alors justement, ça concerne l'eau, les torrents, les fleuves, etc., mais ça concerne aussi les places publiques, parce que ce sont
encore une fois, des lieux de socialité, souvent des lieux chargés d'histoire, et qui pourtant sont grévés par des servitudes de droit privé. Les places publiques sous l'angle de la reproduction de leurs photos, on est bien d'accord? Oui, sous l'angle de la reproduction de leurs photos, ou du non-accès à certaines parties des places, etc. Ce qui peut se justifier pour des motifs de conservation. Hein, donc, l'accès, c'est autre chose. Oui, l'accès, c'est autre chose. Mais si vous voulez, la socialité est attaquée par de l'appropriation privative, j'ai presque envie de dire, saugrenue. Enfin, qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que ça vient faire là?